S'entame maintenant notre grand débat, qui est un moment qu'on est vraiment très heureux d'avoir pu organiser, qu'on a intitulé, après beaucoup de réflexions, démétropolisation, en posant la question de est-ce qu'il s'agit d'une hypocrisie française, titre un peu provoquant à dessein, l'objectif étant de réfléchir à cette question des dynamiques de croissance et de décroissance qu'on a évoquées précédemment à l'échelle du territoire français. Et pour ce faire, on a la chance et l'honneur d'avoir des invités de marque, et donc je leur propose de me rejoindre sur scène. Donc Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, du redressement productif et désormais donc président du Made in France. Xavier Timbaud, donc économiste et directeur principal de l'OFCE. Anaïs Vogilis, docteur en géographie, rattachée à l'IAE de Poitiers. Magali Talandier, économiste, docteur en urbanisme et en aménagement du territoire, qui va nous parler notamment de l'économie des métropoles. Et David Millet, qui va introduire ce débat. Et donc, je vous propose de tous me rejoindre sur scène. Vous pouvez vous installer là. Et ils auront chacun une vingtaine de minutes donc pour un propos liminaire, et nous ouvrirons ensuite le débat, évidemment, avec la salle. David, je te propose de prendre le pupitre pour introduire ces questions. Merci. Alors bonsoir à tous. Je vais avancer d'une étape. Alors, je vais commencer un peu par ce qui a motivé l'organisation de ce débat. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce titre ? On a vécu une période relativement complexe pendant la crise sanitaire, je pense que vous vous souvenez. Il y a eu beaucoup de cogitation dans la population, dans les journaux, chez les urbanistes, les aménageurs du territoire. Et on s'est tous interrogés sur le monde d'après. Et on fleurit des réflexions, des idées, des utopies sur un possible exode urbain et un rééquilibrage du territoire qu'un certain nombre de personnes, auquel un certain nombre de personnes aspiraient avant la crise sanitaire, et qui se sont dit c'est peut-être le déclencheur qui va enfin corriger ces déséquilibres et ces dysfonctionnements du marché du logement, notamment sur le territoire français, et de la distribution spatiale de l'activité économique. Les journalistes ont interrogé des gens qui étaient cloîtrés dans leurs appartements, qui n'avaient pas d'espace extérieur, pas beaucoup de lumière, beaucoup de frustration. En fait, tout le monde a découvert que nos logements étaient exigus, peu éclairés. Et c'est vrai qu'en fait, on a connu une forme d'emballement intellectuel. Et on s'est pris à penser quasiment collectivement et à croire qu'après la crise sanitaire, on aurait un nouveau paradigme d'aménagement du territoire avec un rééquilibrage qui se serait fait tout seul, alors qu'en fait, ce qu'on avait commencé à essayer de faire pendant des années de politique, peut-être que c'était la crise qui allait être le déclencheur de ça. Aujourd'hui, on est début 2024. Quand on regarde les travaux qui ont été faits pour essayer de mesurer la réalité de l'exode urbain ou d'un regain d'intérêt pour les territoires des villes moyennes, des villages, des territoires ruraux, il y a eu des choses qui se sont passées, bien sûr, notamment en Île-de-France, un intérêt pour la première et la deuxième couronne marqué. On a eu le retour en force aussi de la maison individuelle comme idéal parce que le jardin, en fait, le manque de jardin ou l'absence de jardin, beaucoup de gens en ont souffert pendant les confinements. On a vu certaines régions comme la Bretagne ou d'autres secteurs assez sympathiques en fait connaître des emballements au niveau des prix immobiliers, au niveau des marchés, parce que tout d'un coup on avait quelques acquéreurs. Alors au début on se demandait est-ce que c'était des gens qui allaient vraiment migrer, est-ce que c'était de la résidence secondaire. Il y a des enquêtes qui ont été faites, on a même vu que parfois c'était un peu d'anticipation spéculative, c'est-à-dire que devant cet emballement, à croire qu'il y aurait peut-être un retour dans ces territoires-là, certains ont fait qui étaient plus solvables que d'autres, ont fait des achats en fait, et ont commencé à passer devant des personnes qui étaient locales pour acheter des biens.
Et puis aujourd'hui, quand on fait tout qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Allez, je vais résumer, je vais vous donner ma lecture, puis je vais vous montrer quelques cartes. Ce qu'on entend en France, mais pas qu'en France, c'est que ce qui prévalait avant le Covid, c'est-à-dire un double phénomène de métropolisation d'une part, pour une partie des métropoles françaises, et de littoralisation d'autre part, c'est poursuivi et presque en plus fort. Et donc on a un petit peu presque le retour de bâton, ou le petit coup derrière la nuque. En fait, on a rêvé très fort, ou certains ont rêvé très fort. La thèse de la démétropolisation, en fait, a gagné, je pense, en crédit, dans les imaginaires. Dans les chiffres, on voit un peu l'inverse. Et ce qu'on observe dans la pratique, nous, en tant que praticiens, architectes, urbanistes, en tant qu'employeurs également, nous, on a par exemple des bureaux à Bordeaux, à Lyon, à Paris, dans tous les territoires où il est difficile de se loger, c'est qu'on a eu aussi, aux élections municipales qui ont suivi la crise sanitaire, des équipes municipales qui ont gagné, en partie sur ces idées de ralentir la construction dans le cœur des métropoles, parce qu'on était peut-être sur cette idée que les métropoles allaient en fait changer de rôle, quoi. Difficile de prédire l'avenir. Le débat, il a pour but de poser ces questions-là sous deux angles. Premier angle, le rôle des villes et des métropoles, parce qu'il y a eu un tel bashing sur les grandes villes qu'aujourd'hui on ne sait plus en fait à quoi elles servent. On se demande mais qu'est-ce que c'est que ces attroupements en fait de personnes, d'entreprises, d'économies rassemblées dans des lieux hyper denses, hyper pollués, hyper chers. Qu'est-ce que les gens font là? Donc on en est quasiment revenu à un niveau où en fait il faut réexpliquer à quoi sert une ville en fait, ou pourquoi elle est là. Donc on va revenir sur pourquoi les villes. On le fera avec Magali Talandier et Xavier Timbaud. Et puis on va interroger aussi un aspect de la politique économique du pays qui est la réindustrialisation. Et qui fait partie des raisons pour lesquelles on pourrait souhaiter organiser un rééquilibrage du territoire, parce que l'industrie française, dans ses grandes heures, en fait, elle n'était pas spécialement métropolitaine. Elle ne correspondait pas à l'économie tertiaire qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, si on va vers une réindustrialisation, on peut se demander finalement dans quelle répartition territoriale, dans quel aménagement du territoire, et est-ce que ce n'est pas cette nécessité de la réindustrialisation une raison suffisante, ou une raison en tout cas importante pour que ce qu'on a observé jusque-là, qui sont métropolisation et littoralisation, soit peut-être légitimement remis en cause. Et donc on regardera un petit peu ces deux sujets-là, et on débattra la question de la justice sociale et de la justice spatiale, c'est-à-dire que dans ces grands mouvements, on voit que certains ont le choix. Ceux qui ont le pouvoir d'achat immobilier peuvent aller habiter en Bretagne, ils peuvent aller habiter en Île-de-France. En fait, ils ont la liberté spatiale. Et d'autres personnes qui ont des revenus plus modestes, en fait, elles sont contraintes. En tout cas, les choix sont restreints. Et donc, il n'est quand même pas impossible que nos politiques, et le fait qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas la métropolisation ou la littoralisation, par exemple, le fait qu'on cherche à la ralentir ou à la contrer, ou au contraire à l'accompagner, il n'est pas impossible que ce soit les plus modestes en fait, qui subissent les conséquences de ces politiques-là. Voilà. Et donc on débattra de ça. Je vous mets un petit peu juste quelques chiffres pour poser l'introduction. Je crois que c'est Jean Coldefy qui le montrait tout à l'heure. En 1876, 70% de la population quasiment française est rurale. En 2020, c'est 18%. Et vous voyez qu'il y a eu un premier regroupement spatial qui est l'exode rural, avec un changement de l'économie française. Aujourd'hui, en 2020, donc on est relativement plus regroupé spatialement qu'on l'était il y a 150 ans. On a, pour ceux qui connaissent Bordeaux, qui est une ville avec beaucoup de maisons de ville, pas très dense, il y a seulement 13% de la population française qui vit dans des espaces aussi denses ou plus denses que Bordeaux. Ça veut dire que globalement, malgré la carte que vous voyez là, où on voit une concentration spatiale assez forte dans les lieux qui sont rouges, ça reste des espaces qui sont relativement peu denses, en l'occurrence pour l'instant. Deuxième chose, je vous montre la carte des prix. Donc ce qui est en rouge, c'est les prix dans l'ancien qui sont supérieurs à 3 300 € du mètre carré. C'est 9% du territoire, 39% de la population. Le budget médian d'un ménage français, c'est entre 2 000 et 2 500 € du mètre carré. C'est-à-dire que j'ai 40% de la population française qui habite dans des lieux où il ne peut pas accéder à la propriété.
Donc dans des lieux où il n'y a pas assez d'offres, ce manque d'offres en fait fait que le prix est au-dessus de la capacité financière des ménages. C'est 9% du territoire français. Vous voyez que c'est plus concentré que le regroupement spatial actuel. Et donc si on lit les prix comme une tendance ou comme une demande, on voit que les Français sont peut-être prêts à continuer à se regrouper spatialement. C'est-à-dire que la carte des prix, elle est plus resserrée que la carte de la densité actuelle. Globalement, les gens sont prêts à payer plus cher pour un mètre carré dans les endroits où il y a plus de monde que dans les endroits où il y a moins de monde. Là, ici, je vous montre à l'inverse les territoires qui sont inhabités. Donc, ce sont les carreaux verts que vous voyez là. Ce sont des carreaux d'1 km par 1 km dans lesquels il n'y a pas de résidents. Alors, peut-être que Jean Coldéfi, avec les traces numériques des téléphones, trouverait des usages, des passages. Mais personne, en fait, ne réside dans ces lieux-là. C'est 37% du territoire. Et donc, évidemment que cette logique du regroupement spatial, elle n'est pas inintéressante du point de vue de la préservation des espaces naturels d'un côté, biodiversité et agricole de l'autre. Je vous montre une quatrième carte qui est intéressante, c'est la carte du nombre d'emplois dans l'agriculture à la commune, avec quelque chose qui va se passer dans les années qui viennent, même si ce n'est pas le débat du soir. On a une population d'agriculteurs qui est plus âgée qu'elle ne l'était. 200 000 fermes vont être transmises ou vont être cédées ou vont être fusionnées avec d'autres dans les 10 ans qui viennent, c'est la moitié. Et donc ça veut dire que le modèle agricole français, il est aussi à un tournant potentiel. Et il est évidemment lié à la répartition de l'urbanisation et des activités économiques. Je vous montre enfin une carte que j'ai appelée hédonisme. C'est les derniers chiffres de l'INSEE de la croissance démographique. Avec plus le département est foncé, plus le taux de croissance est important. On voit le fameux U qu'on voit depuis quelques années, mais qui est assez marqué. Donc on est sur 2011-2021. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure des chiffres qu'on a eu sur l'Île-de-France. 600 000 habitants gagnés en 10 ans. Vous vous rappelez de ça? C'est l'équivalent 600 000 habitants des habitants d'une métropole comme Nantes. Sur la même période, l'arc atlantique de l'Île-et-Vilaine jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques gagne lui aussi 600 000 habitants. 600 000 habitants, c'est l'équivalent de la somme des habitants de Bordeaux, Nantes et La Rochelle, tous les 10 ans. Pour 600 000 habitants en 10 ans, on fait un grand pari avec un métro en Île-de-France. Côte ouest, je ne sais pas ce qu'on est en train de faire. Je n'ai pas entendu grand-chose à part des manifestations de Basques et des manifestations de Bretons et les mêmes choses dans différentes régions. On a ce que Le Monde a appelé dans une conférence qui a été organisée il y a un an, une sorte de ruée vers l'ouest, démographique. On le voit sur ces cartes-là. Et pour l'instant, ça fait partie des endroits dans lesquels la crise du logement, la crise de l'immobilier est la plus tendue. Ici, je vous montre tout simplement les soldes entre les emplois créés et les emplois détruits. Les ronds rouges, c'est le solde est positif, avec la taille du rond qui est la proportionnelle à la création d'emplois. Je reviens sur ces mêmes départements que je vous ai cités, de l'Île-et-Vilaine jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. C'est 11% des habitants du territoire, 19% du solde d'emploi supplémentaire français. Et donc cette migration vers l'ouest qu'on peut imaginer pour des gens qui veulent aller passer une retraite pas très loin de la mer comme une forme d'hédonisme, elle a aussi des conséquences ou des causes, c'est difficile à savoir, mais elle n'est pas déconnecté d'une réalité économique, de prospérité économique. Il y a aussi côte ouest, mais pas que côte ouest, dans d'autres endroits français, des endroits où économie et croissance démographique, ça marche ensemble. L'avant-dernière carte, ce sont des travaux de chercheurs qui regardent les émissions de carbone qui sont liées aux mobilités du quotidien des personnes qui se déplacent sur les territoires. Donc tous les éléments de mobilité que Jean Coldéfi nous a montrés aujourd'hui, quand on les transforme en bilan carbone par habitant, on voit que dans certains territoires, le bilan carbone, donc la valeur moyenne française, c'est 1,6 tonnes par habitant. Dans certains territoires, les émissions de carbone augmentent en bleu. Dans d'autres territoires, les émissions de carbone baissent en jaune. Ce qu'on voit, c'est que dans les territoires qui gagnent des emplois et qui gagnent de la population, voient leurs émissions baisser par habitant. Parce que vous avez des mêmes infrastructures, des mêmes équipements, enfin une concentration, une densité, une intensification qui fait qu'en fait les choses deviennent plus efficaces
et que même si en ajoutant des habitants, donc si vous prenez le point de vue d'un riverain, il va vous dire mais comment ça vous me rajoutez des habitants, vous me rajoutez du trafic, vous me rajoutez des voitures, vous me rajoutez de la population. Mais quand je regarde par habitant, le système sera plus efficace que dans des territoires qui au contraire perdent des habitants et qui avec les mêmes infrastructures en fait servent de moins en moins d'usage. Et puis on a vu juste avant avec la présentation de Sophie Bunic le cas du Japon, où on voit bien qu'on a des problèmes de soutenabilité des équipements, des services et des infrastructures dans les territoires en fait, qui perdent de la population. Donc on voit qu'il y a des territoires qui sont en croissance et qui potentiellement peuvent tirer profit de cette croissance démographique économique pour améliorer un bilan carbone, et d'autres territoires dans lesquels, a priori, ce bilan carbone se détériore parce que la mobilité est plus complexe à organiser, et où on n'a pas spécialement encore de réponse pour savoir c'est quoi un territoire en France qui est en décroissance et qui s'améliore du point de vue de son bilan carbone. Vous voyez, c'est compliqué. Et puis dernière carte enfin, pour introduire le sujet de la réindustrialisation, ce ne sont pas tous les emplois, mais simplement les emplois industriels, période 2011-2021, je ne sais pas si c'est la meilleure période, peut-être, je ne crois pas. Magali Talandier nous le dira. Simplement sur cette période-là, ce qu'on voit, c'est que l'industrie n'a pas une carte très différente de la création des emplois en général. Et donc, ça me permettra de poser la question de savoir si la réindustrialisation française, est-ce qu'elle a la même géographie que celle du 19e siècle ou est-ce qu'on va vers autre chose? Et puis, ce n'est pas qu'une question de géographie, je pense que c'est une question de modèle industriel en général. Et donc, je poserai ces questions-là à Anaïs Vagelis et à Arnaud Montebourg. Donc, on va s'organiser en 3 temps. Premier temps, les métropoles. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui dans notre société, ces objets-là? Quels services y rendent? Et donc, on va commencer avec Magali et ensuite Xavier. Magali, à toi la parole.